L'homme du Québec avait rendez-vous ici avec le destin, en plein nord inconnu, pour découper des montagnes, jumeler les deux rivières Manicouagan et aux Outardes, dresser le plus haut barrage à voûtes multiples du monde, construire 7 centrales, produire plus de 30 milliards de kilowatts-heure. Le défi de l'Hydro-Québec, 1965, lancer 5 500 000 kilowatts grâce à un réseau de 735 kV sur près de 400 000 de forêt de Manicouagan à Montréal. Lors de nos études sur l'analyseur de phénomènes transitoires, nous avons bien constaté que c'est autour d'une table couverte de dessins, tous étranges aux yeux du profane, que des hommes, longtemps formés aux disciplines du génie, travaillent d'abord. Oui, nous sommes en contact avec ce problème. Après maintes recherches, ces ingénieurs en sont venus à une planification dont l'exécution suivra bientôt. Ce sera probablement le type de pylône portique, évidemment qui ne sera pas banni, parce qu'il n'est pas pratique de bannir les pylônes. Non, c'est un isolateur. Chaque nouveau problème doit trouver sa solution au plus tôt. Une fois la construction en marche, il faudra éviter les pertes de temps et d'argent causées par l'imprévu. Pour frayer une route à l'énergie entre le ciel et la terre, il fallait d'abord relever l'identité d'immenses étendues que n'avaient jamais parcourues âmes qui vivent. Essouchés, défrichés, nettoyés par le feu, 18 000 acres de forêt, trouver de nouveaux buts au geste de 1500 bûcherons, telle est la tâche de l'homme du Québec, à l'heure de projeter une voie royale de 535 pieds pour le fleuve de force qui va se frayer un passage à travers le Québec. En 1965, le Québec, c'est 10 800 000 kilowatts pour une consommation de 60 milliards de kilowatts-heure. Demain, en 1975, ce sera 18 500 000 kilowatts pour 101 milliards de kilowatts-heure. Une seule réponse à ce défi, le réseau de 735 kV, auquel ont collaboré par appel d'offres plusieurs grandes firmes étrangères. Pourquoi ce réseau à 735 000 volts? Parce que le niveau de 735 kV évite les ennuis possibles avec la compensation série, parce qu'il s'avère supérieur pour le futur développement économique du Québec et du Nouveau-Québec, et parce que la construction s'en révélait possible dès l'automne 1965. Il n'y avait plus qu'à lancer les 3 lignes de courant alternatifs les plus fortes du monde, grâce à l'apport de superstructures et d'un matériel hors pair, à la construction duquel allaient collaborer avec le Québec plusieurs pays étrangers. Cerveau, acier, prodiges techniques, allaient tisser des liens entre l'Angleterre, la Belgique, les États-Unis, la France, l'Italie, la Suède, la Suisse et le Canada, qui allaient réaliser, à la demande de l'Hydro-Québec, une série de nouvelles expériences. C'est le 1er mai 1964 que commencent les excavations pour les fondations des pylônes. Partout, l'œuvre est menée bon train.
1400 pylônes vont se transmettre les lignes de Manicouagan à Montréal et leurs pieds de paysans du ciel s'ancrent dans la terre canadienne. Premiers gestes, premiers efforts, les hommes plantent un treillis de tiges métalliques ainsi que des coffrages pour y couler le béton. Les matériaux, sable, ciment, gravier, sont transportés de chantier en chantier. Peu à peu, les fondations des pylônes prennent forme au milieu des paysages les plus champêtres de Québec. Il n'est pas jusqu'à l'île d'Orléans qui ne voit surgir des battures du Saint-Laurent les îles artificielles qui serviront de support aux pylônes de suspension. 8900 verges cubes de béton ont ainsi été coulés en marge de la grande artère d'eau qui a vu défiler 4 siècles d'histoire canadienne. Pour chaque pilier, aux traversées de l'île d'Orléans, le polissage indique la fin d'un travail. Un pas de plus fait de Manicouagan en direction de Québec et de Montréal, mais un pas de géant qui laisse une empreinte solide comme du roc. 14 dépôts qui s'échelonnent entre Manic 2 et la métropole permettent d'accumuler le puzzle colossal de matériel nécessaire à une entreprise gigantesque, menée de pleine nature, loin de toute voie de communication. Le transport des matériaux et des hommes à pied d'œuvre reste un grand problème d'intendance technique. Des poutres métalliques, des milliers de sacs de ciment, la machinerie, les câbles conducteurs, les accessoires de ligne, les isolateurs, doivent gagner leur destination hiver comme été, là où souvent n'existe ni route, ni sentier, ni chemin. Les premières sections métalliques des pylônes s'assemblent d'abord au sol. Ils s'étalent comme la projection allongée d'une structure qui n'ose encore croire à sa taille. Mariées à flanc de coteau, les structures attendent le moment de prendre leur vol, comme si elles évaluaient la dimension des airs avant d'y déployer leur nervure. Puis, légère comme une aile d'oiseau, chaque structure en résille se suspend dans l'espace avant de s'intégrer sans heurts à la fine ramure de son habitacle transparent. Toutes les difficultés ne proviennent pas uniquement du sol. Les bulldozers, les bétonneuses, ne rencontrent pas que le terrain et le roc. Ils doivent aussi parfois affronter les hommes. Il faut traverser leur culture, évaluer leurs champs, établir des servitudes, dédommager des gens qui, depuis des générations, labourent ou font les foins sur le même coin de terre, sous le même coin de ciel, et qui voient tout à coup le progrès enjamber leurs maisons et leurs bêtes pour conquérir l'infini.
Un matin, les hommes de la ligne voient l'eau frissonner, les feuilles rougir. Ils savent alors que s'approche la longue saison où il faudra quand même bétonner, assembler, transpirer dans l'air humide ou glacé, avoir les doigts gourds et les pieds gelés, mais où la ligne, malgré tout, avancera de pylône en pylône. Jalons sur la route de ces pylônes, 6 postes permettent le raccordement des lignes de transport aux centrales et aux charges. 2 postes dans la région Manicouagan aux Outardes pour élever la tension. 2 postes intermédiaires pour laisser une partie de l'énergie dans la région de Québec et 2 postes d'arrivée dans la région de Montréal. Comme le nouveau réseau de transport sera la principale artère de l'alimentation électrique du Québec, il fallait concevoir des postes de façon qu'un défaut d'équipement, s'il s'en présente, cause le moins de perturbations possibles au réseau. La traversée de la rivière Saguenay présentait des difficultés considérables à surmonter par suite de sa largeur exceptionnelle et de la hauteur de ses rives. L'automne exige le même travail collectif d'hommes et de rythme mécanique, sur lequel se projettent sans pitié toutes les saisons canadiennes. Combats journaliers dans des broussailles anonymes, des fondrières, des terrains vagues, où les combattants débouchent au petit matin dans la brume et la boue, comme des soldats qui partent à l'attaque. Et ce combat, 1000 matins repris, à travers rivières et bois, c'est parce que là-bas, là où ira la ligne, le soleil se lève sur des hommes qui veulent vivre, croître, produire, échanger, engendrer des machines qui, à leur tour, produiront des hommes nouveaux. C'est la légende d'un peuple rencontrant sa force créatrice, sa volonté d'être, et dont les muscles d'acier prendront vite les dimensions de l'avenir. Hiver comme été, les pylônes s'ajoutent aux pylônes et les chiffres s'ajoutent aux chiffres qu'engouffre la nouvelle ligne de 735 kV. 55 000 tonnes d'acier, 3600 tourets, 700 000 isolateurs, 35 000 accessoires de ligne, 4 800 000 milles de câbles arrivent ainsi sur les chantiers, prêts à se dérouler. Durant la fabrication des joints, ces câbles sont enduits d'une pâte anti-corrosion qui ne nuit absolument pas à la conductivité.
Les régulateurs de tension servent à freiner la montée des câbles conducteurs qui doivent être installés avec minutie. Ces conducteurs en faisceau sont du type Bercimis, de 1 pouce .38 de diamètre, avec un espacement de 18 pouces. 4 conducteurs par phase augmentent la capacité de chaque ligne. La pose des 4 conducteurs d'un faisceau s'effectue en une seule opération. Il faut parvenir à les mettre en place sans qu'ils subissent de frottement ou de coups. Les conducteurs ne doivent jamais toucher le sol à mesure qu'ils quittent la bobine pour être suspendus au pylône. Et bientôt, les pylônes se dressent comme des mains qui se transmettent le feu sacré, arraché à l'antre de la Manicouagan, jusqu'aux hauts fourneaux des Assyries à naître et des cités qui éclatent. L'hiver n'arrête pas les travaux sur la ligne, que ce soit à Québec ou au Saguenay. Pour les traversées du fleuve, les pylônes reposent sur des îles artificielles, construites à même le fleuve. Ces pylônes d'ancrage s'élèvent de 125 à 135 pieds et pèsent 160 tonnes. Tout le long des lignes, chacun des 3 faisceaux de conducteurs est suspendu au pylône par 2 chaînes doubles en forme de V. Ce sont des isolateurs à chape. 140 isolateurs par point de suspension, au total 420 par pylône de suspension. Les pires tempêtes d'hiver n'arrêtent pas le montage des isolateurs. Sur les pylônes qui commandent la traversée du Saguenay, on pose les isolateurs munis d'un axe de sécurité. La ligne de 735 kV et ses postes exigent des chaînes de 35 isolateurs ayant un minimum de 10 pouces de diamètre par 5 pouces 3/4 d'épaisseur. Hélas, les isolateurs ne peuvent rien pour isoler les hommes et le matériel.
Chacun en est réduit à créer sa propre énergie par tous les moyens de fortune pour se réchauffer, quand la neige et le blizzard sont trop vifs. Les 2 postes collecteurs et les 4 postes de répartition de la nouvelle ligne, qui ont pris forme en plein hiver, ont exigé des études extrêmement complexes en ce qui concerne l'implantation et l'appareillage. Ce que la maquette de l'ingénieur avait suggéré se concrétise de plus en plus. En miniature, on pouvait facilement déceler les caractéristiques propres de ces ouvrages. Les postes ne comportent aucun appareil triphasé. Tout l'appareillage prévu devait être fractionné en éléments monophasés, qu'il s'agisse de disjoncteurs, transformateurs de puissance ou de mesure. Les pylônes de la traversée du bras droit du Saint-Laurent à l'île d'Orléans, au-dessus du chenal de la navigation, ont une hauteur de 551 pieds et pèsent 710 tonnes chacun. Ils semblent les aiguilles d'immenses cadrans solaires qui annoncent le printemps. Hiver, printemps, fonte des neiges, le travail de la ligne ne connaît jamais de répit. La ligne avance, traverse les champs, enjambe les chemins sans que personne en subisse jamais de gêne ou d'inconvénient. Certains travaux exigent une attention minutieuse, comme par exemple le serrage des joints. On les nettoie, on les brosse, on les flatte comme de précieux objets de collection pour éviter toute aspérité, toute meurtrissure. Le serrage des pinces d'ancrage temporaire est une technique de précision pour laquelle on utilise un compteur particulier. Quant à la pose des pesées et des disques, c'est une autre précaution pour empêcher les câbles conducteurs de s'entrechoquer durant l'installation à la traversée des rivières. La traversée du Saguenay et du Saint-Laurent représente une véritable acrobatie technique, car les câbles conducteurs ont une lancée au-dessus du fleuve qui peut varier de 3800 à 5885 pieds. La pose de ce matériel entraîne les hommes de l'Hydro-Québec et leurs caméramans à exécuter une série de figures acrobatiques. Ce que les hommes de la ligne écrivent dans le ciel du Québec, c'est l'épopée d'une énergie invisible. La pose des entretoises amortisseurs en fonte d'aluminium permet de grouper les conducteurs en faisceaux. Il relie électriquement 4 conducteurs, écartés de 18 pouces entre eux. Les entretoises amortisseurs sont placés à intervalles de 200 à 225 pieds les uns des autres tout le long de la ligne. Le faisceau de 4 conducteurs par phase a pour effet de réduire sensiblement les pertes par effet couronne, particulièrement fortes par temps de pluie ou de neige.
à l'autre du Saguenay, à 2 milles et demi au nord de Tadoussac, c'est déjà une nouvelle route qui tend les fils d'un balai funambule où l'énergie vient équilibrer les besoins des hommes. Mais ce balai de câbles est lui-même soumis au climat le plus rude du Québec. Au traversé des rivières, la ligne peut subir une traction maximale de 780 000 livres, selon les caprices des tornades d'été, du givre et des carapaces de glace l'hiver. Car il est rare que la brise qui balaie le royaume du Saguenay ait vraiment l'occasion de fredonner « V'là le bon vent ». Une fois la ligne presque terminée, l'homme du Québec s'aperçut qu'il venait d'avoir une crise de gigantisme. Tout était énorme. Les pylônes, les amortisseurs, les entretoises, les câbles et même les mécaniciens de grue. La traversée la plus pénible pour les hommes de la ligne, celle du Richelieu. Un seul obstacle naturel, les curieux qui viennent voir travailler les autres. Ainsi, de 1500 pieds en 1500 pieds, entre les pylônes, la nouvelle ligne va gagner les régions de Québec et de Montréal qui, à elles seules, consomment 85% de l'énergie produite. Pendant des mois, les hommes de la ligne ont été prisonniers des structures qui semblaient ne pas vouloir les lâcher. Mais après en avoir arraché sur la ligne, l'homme a bien droit à une petite revanche. Le dernier poste va être prêt. Maintenant, au premier coup de manette, ce poste collecteur recevra l'énergie transmise de Manic 2 pour l'expédier jusqu'à hauteur de Québec, d'où elle gagnera Montréal par la rive sud. Et au passage, le visage traditionnel et charmant du Québec des lampes à l'huile frissonnera peut-être une dernière fois en apercevant la foudre née des rivières du Nord arc-bouter ses jalons à même la terre ancestrale, parce que là-bas, au bout de la ligne,
les cités envahissent la plaine, les techniques se lancent à la conquête des marchés, les économies guettent l'étincelle des géographies industrielles.